Pour tout apprendre sur la bourse, retrouvez le cours de bourse avec IG.com, spécialiste de la bourse en ligne. Bienvenue dans le cours de bourse de la semaine. Aujourd'hui, gros plan sur le marché des devises. On va parler du Forex. Dollar, euro, livre sterling, yen. On s'échange tout type de monnaie sur le marché et à chaque fois c'est par paire. Car une devise, on la regarde par rapport à une autre pour chercher la bonne tendance, les écarts de cours qui vont vous rapporter. Exemple, celui qu'on regarde le plus souvent sur le marché parisien européen, l'euro-dollar. On prend le cours de l'euro par rapport à celui du dollar. On prend position sur l'euro en espérant qu'il va s'apprécier par rapport au dollar ou baisser si votre position est vendeuse. Ça marche avec toutes les paires de change, dollar-yen, euro-livre sterling, yen-dollar australien, que sais-je. Il existe des paires de change pour toutes les monnaies, à quelques exceptions notables. Certaines monnaies ont un taux de convertibilité fixe. C'est le cas du yuan chinois par rapport au dollar ou du franc suisse depuis quelques années. Alors, comment jouer les devises? En anticipant du mouvement sur les différentes monnaies à la faveur des publications de statistiques notamment, ou d'annonces de politique monétaire des grandes banques centrales du monde. Pour gagner deux solutions, soit on va jouer directement les écarts de cours pour en retirer directement des plus-values, soit en prenant des positions pour couvrir d'autres investissements. Par exemple, beaucoup de grandes valeurs industrielles, exportatrices automobiles et aéronautiques par exemple, réagissent fortement au taux de change. Et ça a un impact direct sur leur performance, donc sur leur cours de bourse. Et il peut être intéressant de se protéger en pariant sur un niveau moyen de l'euro-dollar par exemple, pour protéger vos investissements. Ces derniers temps, il faut bien reconnaître que le marché des changes n'est pas le plus fréquenté du monde. Malgré pas mal de mouvements, les volumes échangés quotidiennement sont même au plus bas depuis 4 ans. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu moins de volatilité. Et justement, ça peut le rendre très intéressant pour vous. À bientôt pour un nouveau cours de bourse et bonne chance à tous sur les marchés. C'était le cours de bourse avec IG.com, spécialiste en France des CFD sur actions, indices et forex. Voilà Antoine Larigauderie qu'on retrouvera demain avec beaucoup de plaisir sur l'antenne de BFM Business, à la radio ou à la télé. Antoine, et c'est un Xavier qui est avec nous maintenant. Xavier Fenot, analyste financier, les talents du trading. Allez-y, prenez un micro Xavier, je vous en prie. Les talents, la saison 2, c'était il n'y a pas longtemps, la finale. Vous êtes arrivé numéro 2 sur le podium. Il y avait 2000, 3000 inscrits. Intéressant de vous écouter ce soir sur le marché des marchés, le plus liquide au monde. Donc évidemment, j'ai nommé le Forex, le marché des changes. Vous allez nous donner un peu de théorie, rapidement s'il vous plaît, parce qu'on est en retard. Beaucoup de pratiques, j'espère. Nous rappeler les pièges à éviter pour vous, les pièges à éviter et les conseils pratiques pour performer. Peut-être un mot et après, je vous laisse. Écoutez donc Xavier Fenot. Rappelez-nous vraiment en quelques mots, quelques lignes, ce qu'est et comment fonctionne le Forex. S'il vous plaît, Xavier. Alors, simplement, juste, je fais une brève présentation sur ce que je propose sur dailybourse.fr. Je propose des stratégies d'investissement, des stratégies de trading relativement simples, mais avec lesquelles je vais accompagner en fait les lecteurs et les personnes qui me suivent jusqu'à la clôture de la position. Donc, effectivement, je vais justifier les mouvements qui se passent notamment donc, sur le marché du Forex qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir. Mais c'est surtout de prendre en compte la gestion de la position. Entrer en position, ça tout le monde sait le faire, mais jusqu'à la clôture de la position, on va voir que ça va être quand même compliqué. Le marché du Forex, alors je passe brièvement la présentation parce qu'on est en retard. Donc tout le monde sait que c'est le marché des changes. À l'origine, le marché des changes a été créé pour se couvrir d'un risque de change. Ce qu'on appelle le risque de change, c'est notamment pour les entreprises qui sont énormément exportatrices. L'exemple type, c'est EADS. EADS, donc, qui fait à peu près 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. On estime en fait l'impact sur le résultat d'exploitation de EADS de 1 milliard d'euros pour une fluctuation de l'euro-dollar de 1000 pips. Donc si l'euro-dollar passe de 1,38 à 1,48, si EADS ne s'est pas couvert de ce risque de change-là, elle perd 1 milliard. Donc les différents acteurs, donc vous avez vu effectivement qu'on est rentré dans une guerre d'échange depuis à peu près 2 ans. C'est en train de s'apaiser puisque toutes les banques centrales sont en train plus ou moins de s'aligner entre elles. On a encore vu hier que la BCE serait éventuellement susceptible d'entrer, un peu comme l'a fait la Fed depuis plusieurs années, dans une phase de rachat d'actifs.
Et le fait justement qu'il y ait donc énormément d'acteurs et énormément en fait, d'influence sur les autres marchés, c'est le plus gros marché mondial. À titre de comparaison, on a le CAC 40 où il s'échange 4 milliards d'euros par jour, 5 milliards quand vraiment il se passe vraiment quelque chose sur le marché sur le CAC 40. Sur le marché du Forex, c'est 1000 fois plus, c'est 5 345 milliards de dollars par jour. Donc c'est énorme. Donc ne serait-ce qu'à titre de culture personnelle, le marché des changes a une influence, donc comme on l'a vu notamment sur les entreprises, sur l'économie locale, et la variation ou l'évolution d'une devise par rapport à ses homologues va faire que les banques centrales peuvent agir. On entend souvent parler d'une intervention de la BCE si l'euro-dollar passait au-dessus de 1,40. Donc, les banques centrales peuvent après réaliser donc, des interventions, qu'elles soient par des mesures conventionnelles ou non, donc par la baisse des taux, LTRO ou autre. Le principe, l'intérêt d'investir sur le marché du Forex, c'est effectivement ne pas avoir ses œufs dans le même panier, mais c'est surtout éviter l'overtrading. Ce que j'appelle l'overtrading, c'est quand vous n'avez pas forcément de conviction sur les marchés. Par exemple, vous voyez effectivement que les indices sont assez hauts, on vous dit attention, on risque d'avoir un mouvement correctif dans les prochaines semaines ou prochains mois, sauf que le marché ne baisse pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Soit vous partez à la quête du point haut et du coup le marché continue à monter et vous perdez de l'argent, soit vous payez effectivement les replis intraday, ce qui fonctionne encore, soit vous investissez sur d'autres sous-jacents. Et justement, notamment sur IG, vous avez à peu près, ils me diront si je me trompe, mais 50 paires de devises que vous pouvez trader. Et l'avantage de trader sur énormément de sous-jacents, sans vouloir dire il faut avoir 20 positions simultanément. Mais ça vous permet justement de voir un peu autre chose et d'éviter d'absolument de trader le CAC 40 si vous n'avez pas forcément de conviction dessus. Dynamiser son portefeuille, on va voir tout à l'heure. L'avantage également du Forex, c'est que toutes les données macroéconomiques, il en tombe quasiment tous les jours, un peu moins le lundi, mais les principales statistiques macroéconomiques vont avoir une influence directe sur les taux de change. Notamment parce que ça peut entraîner effectivement une réaction des banques centrales. Si vous avez un taux de chômage aux États-Unis qui explose, derrière on va peut-être voir la Fed finalement réinjecter de nouveau des liquidités. Donc là, l'objectif, c'est pas de parler macro, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'on a une volatilité quasiment permanente sur le marché du Forex. Alors, donc ne pas trader effectivement d'hyper en même temps. Donc voilà, je voulais pas dire non plus qu'il faut tout trader sur la multitude de sous-jacents qui sont proposés sur le Forex. Posez-vous la question, lorsque vous êtes en position sur 2 paires, est-ce que c'est judicieux d'être long sur l'euro-dollar et d'être short en même temps sur la livre contre le dollar si vous estimez par exemple que de manière générale le dollar pour vous va monter parce que la Fed va continuer de réduire ses rachats d'actifs. Donc l'agenda des statistiques macroéconomiques, c'est très important parce que dans votre trading, donc moi comme je vous l'ai dit, je fais du swing trading, c'est-à-dire des opérations sur 3 à 5 jours, et le fait de savoir qu'une statistique va tomber et qui va influencer la paire sur laquelle je suis positionné va m'inciter à gérer ma position. C'est-à-dire que je vais ajuster mon stop, je vais sortir ma position avant la statistique pour ne pas la subir, parce que sur le marché du Forex, une statistique, par exemple le NFP aux États-Unis, donc les créations d'emplois, qui est un indicateur très suivi par la Fed, cette donnée-là va énormément impacter toutes les paires qui sont liées au dollar. Et on va voir tout à l'heure, je vais essayer d'arriver jusqu'à l'exemple, comment est-ce qu'on peut profiter justement de cette volatilité qui est réalisée grâce aux statistiques macroéconomiques. Avant de trader, il faut absolument faire un plan de trading. C'est-à-dire que il faut pas. On m'a posé d'ailleurs tout à l'heure la question. On me demande voilà, j'ai un travail à côté, j'aimerais trader plus le forex et m'investir dedans. Mais il ne faut pas se fixer, par exemple, une heure précise pour intervenir sur les marchés. Le marché ne vous attend pas. Et tout simplement pour vous dire que si absolument vous voulez trader, retenez-vous, faites un plan de trading initial, mettez-vous un bloc-notes à côté de votre ordinateur,
Dites-vous quel est le scénario que je vais privilégier. Est-ce que si j'arrive sur le support, est-ce que je vais le payer ou est-ce que je vais shorter la rupture du support? Ça, c'est une bonne question parce que lorsque vous allez arriver à l'instant T, vous allez vous placer en 5 minutes, vous allez dire, bon, en fait, finalement, il tient, ah ben non, finalement, il ne tient pas, bon, finalement, je ne sais pas ce que je vais faire. Si vous avez un plan de trading initial qui est parfaitement défini, vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple de trader le marché du Forex, qui pour certains peut paraître un peu compliqué. Utilisez également un ratio potentiel risque supérieur à 2. Alors ça, c'est le grand minimum. Moi, généralement, je peux utiliser un ratio potentiel sur risque de 10. C'est-à-dire que je vais avoir mon stop à 10 pips et je vais avoir mon objectif à 30, 40, 50 pips, voire même plus. Je vais vous expliquer comment gérer justement cette position-là. Et une fois que votre scénario est validé, ne faites pas l'inverse. Alors ça paraît simple, évident de le dire comme ça, mais je vous garantis que ça arrive. Donc déjà, attention à l'effet de levier. L'effet de levier qu'on peut vous proposer, c'est un effet de levier à 100 ou supérieur à 100. Ce qui veut dire qu'avec 1000 euros, vous pouvez investir sur 100 000 euros. Ce qui veut dire que pour une variation de 10 pips sur un sous-jacent, donc sur une paire de devises, ce qui est relativement faible, puisque l'euro-dollar fluctue de 10 pips, je pense, toutes les minutes, voire moins, ça vous fait 100 $ de perte. Sur un compte de 1000 euros, ça vous fait déjà 7% de perdu sur votre compte initial. Donc 2 trades d'affilée perdants, ça vous fait bien évidemment 14%. C'est tout simplement pour, si j'aborde le sujet de manière négative, c'est tout simplement pour vous faire prendre conscience des risques que vous prenez en utilisant trop l'effet de levier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont un livret A. Un livret A, ça vous rapporte 1,25% par an. Là, vous avez déjà perdu 14% en moins de 2 minutes parce que vous avez pris 2 trades avec un effet de levier 100. En gros, votre investissement de 1000 euros sur le livret A, vous allez avoir votre perte là en 10 ans. Voilà. Et dans notre cas, alors là, il y en a certains, je pense, qui vont avoir des euros et des dollars dans les yeux. Si vous avez pour objectif de faire 14% par semaine, vous avez un compte à 1000 euros. Si vous réinvestissez les plus-values à la fin de chaque semaine, ça va vous donner un capital à la fin de l'année de 90 000 euros. Vous allez passer de 1000 euros à 90 000 euros. Alors effectivement, c'est faisable. Alors par contre, comme stratégie, je vous conseille d'allumer un cierge à chaque fois que vous entrez en position et de prier très très fort pour que le marché parte directement dans votre sens. Sinon, vous êtes mort. En fait, l'objectif de tout ça, c'est simplement pour bien vous faire comprendre, pour ceux qui vont trader, qui vont ouvrir un compte Forex, pour ceux qui traitent déjà le Forex, je pense qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais avoir un trop fort effet de levier, ça va augmenter votre stress. Vous allez avoir un effet psychologique qui soit d'ailleurs euphorique ou négatif. Et finalement, vous n'allez plus avoir de plan de trading. Vous allez uniquement agir sur votre conviction. Vous allez vous forcer à vous refaire si vous perdez. Et finalement, vous allez encore plus utiliser l'effet de levier si votre capital commence à se réduire. Donc vous allez prendre encore plus de risques. Et après, derrière, c'est le cercle vicieux. Et en gros, si vous arrivez à moins 50%, simplement pour vous rappeler, il faut faire 100% de performance pour revenir à zéro. Donc en gros, au bout de 10 trades d'affilée, votre compte est brûlé. Tout simplement, concrètement, ne raisonnez pas, lorsque vous ouvrez un compte, ne raisonnez pas en euros ou en dollars, raisonnez en pips, en nombre de trades gagnants, en pourcentage. Et si vous estimez que le temps que vous allouez au trading, au marché du Forex, doit vous rémunérer, ou en tout cas votre objectif c'est d'avoir à la fin de la semaine 1000 euros, alors dans ce cas-là, ajustez la taille de votre compte initial en conséquence. N'ouvrez pas un compte à 2000 euros si vous estimez que 140 euros par semaine, c'est pas assez par rapport au temps que j'alloue. Ouvrez un compte plus gros et on va voir comment éviter justement de perdre son capital en utilisant des stratégies de trading relativement simples. Donc, concrètement, n'utilisez pas, à mon avis, après c'est un conseil, c'est pas, vous faites bien évidemment comme vous voulez, n'utilisez pas un effet de levier supérieur à 30, utilisez un effet de 10 et ajustez vos objectifs de performance en fonction de ça. Je passe l'exemple, mais on n'a pas le temps. Alors, ma méthode de travail est relativement simple. On m'a tout à l'heure d'ailleurs posé la question comment je travaillais.
Déjà, je fais du suivi de tendance. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir raison sur le marché, c'est pas de dire ouais, super, de crier sur tous les toits en disant j'avais le point haut, alors qu'en fait, ça fait 50% que je suis à contresens. Je n'achète pas un couteau qui tombe, je ne cherche pas le point haut, et on part du principe que statistiquement, alors ça c'est prouvé, hein, en phase de consolidation horizontale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Concrètement, par exemple, sur l'euro-dollar, on est effectivement à 1,38, on est parti de 1,28 il y a un peu plus de 6 mois, on est en train de se dire, bon, 1,40 c'est trop cher. Oui, mais c'est bizarre, mais l'euro-dollar ne baisse pas. Donc je pars du principe qu'en cette phase de consolidation horizontale, moi je ne vais pas chercher le point haut, je ne vais pas chercher à shorter. Alors effectivement, si on a des signaux de faiblesse, on va rentrer en tendance baissière. Très bien, je vais commencer à shorter. Par contre, je ne vais pas shorter cette phase de consolidation horizontale. Je vais attendre un signal réel. Donc prenez du recul, n'ayez pas de conviction forte, le marché a toujours raison, même si vous estimez que les marchés sont trop hauts, que l'euro-dollar est trop haut et que même macroéconomiquement on estime que c'est trop haut. Si l'euro-dollar doit monter à 1,42, ben qu'il monte à 1,42. Nous à la rigueur, enfin moi c'est pas mon intérêt de savoir à combien va être l'euro-dollar dans 2 mois. Mon objectif c'est de proposer des stratégies de trading justement à 3 à 5 jours et d'être dans la tendance. Voilà, c'est le marché qui décide. Moi, après, je m'adapte. Donc, travailler les unités de temps. Donc, moi, je travaille uniquement sur du daily et des données 4 heures. Tout simplement, bon, déjà parce que le marché du Forex est suffisamment volatile pour ne pas se placer en 5 minutes. Aucun intérêt de se placer en 5 minutes sur le marché du Forex, sachant que vous avez énormément de sous-jacents, vous avez énormément de volatilité et énormément de statistiques qui tombent tous les jours. Par contre, même si je travaille sur du daily ou du données 4 heures, je me remémore toujours avant de fixer mon plan de trading en weekly, en données hebdomadaires, parce que ça me remémore toujours la tendance de fond, en me disant attention, l'euro-dollar en weekly, il est haussier, en daily, il est haussier, effectivement en données 4 heures, il est peut-être neutre, il commence à se retourner, d'accord, mais par contre, ça veut dire attention, si je rentre short, je peux rapidement perdre sur cette position-là parce que je suis à contre-tendance de la tendance de fond. Et j'utilise des méthodes simples, donc des supports horizontaux, résistance horizontale. J'aime bien effectivement les canaux et les obliques. Je donnerai un exemple juste après. Et quelques figures chartistes. Les moyennes mobiles, c'est pour confirmer en fait la tendance. C'est-à-dire si vraiment j'ai pas compris que c'était haussier, je me mets une moyenne mobile à 50 ou 100 jours, et là, voilà, la moyenne mobile va me confirmer qu'on est bien dans une tendance haussière ou baissière ou neutre. Et je vais rechercher également de la volatilité. Donc, hormis faire du daily, je fais aussi quelques opérations intraday. Normalement, lorsque des statistiques tombent, ce que j'appelle le breakout sur sortie de stats. Lorsque vous allez avoir, par exemple, le NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis, si la statistique est inférieure ou supérieure aux attentes, on va avoir un impact sur le dollar. Donc là, je prends l'exemple de l'euro-dollar. On peut chercher des exemples, des stratégies beaucoup plus complexes où on se positionnerait sur des paires qui surperforment ou qui sous-performent par rapport aux autres. Mais pour prendre cet exemple-là, si le NFP est supérieur aux attentes, je pars du principe qu'on va avoir une hausse du dollar et donc une baisse de l'euro-dollar. Et à ce moment-là, je vais pouvoir travailler cette statistique-là en amont. Je ne vais pas me placer avant la statistique, puisqu'après, c'est la statistique qui décidera de ma position, de mon sort, mais c'est d'exploiter cette donnée-là. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc voilà comment je travaille. Je prends l'exemple du dollar index qui me paraissait le plus pertinent. C'est ce que je proposais notamment fin janvier. On est dans une tendance baissière qu'on voit au travers de la moyenne mobile à 100 jours. Donc là, c'est du daily. Et j'identifie une résistance à 81,40 qui correspond notamment au plus haut du mois de novembre. J'identifie un support à 80,40 et en plus de ça, un triangle symétrique.
Je suis en tendance baissière, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en phase de consolidation horizontale, ce qui est le cas, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc là, je vais m'attendre à ce qu'on passe sous 80-40. Donc ma stratégie, ça va être de passer short uniquement sur le signal. J'anticipe pas le signal, parce qu'on pourrait, le dollar index aurait très bien pu passer au-dessus des 80-50. À ce moment-là, voilà ce que ça donne. On a un petit pullback, ce qu'on appelle un pullback, c'est un retour sur le précédent niveau. Donc en l'occurrence, sur la précédente résistance, le précédent support, pardon, qui fait désormais office de résistance. Et derrière, mon mouvement se confirme. Alors, une fois qu'on sait, on sait exactement comment est-ce qu'on travaille avec des niveaux relativement simples, on sait dans quelle tendance on est et on sait quels sont les seuils sur lesquels je vais intervenir et quelle unité de temps je travaille. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'OND 4 heures ou du daily, ne vous mettez pas après en 5 minutes lorsque vous êtes en position pour pouvoir gérer la position. Pas du tout. Il faut rester sur l'unité de temps que vous avez choisie. Et si je ne vois pas de trade, je ne trade pas. C'est-à-dire que moi, effectivement, donc mon métier, c'est de proposer des analyses tous les jours. Alors, si je ne trouve pas, par exemple, de stratégie sur l'euro-dollar, ce qui est le cas depuis quelques séances, voire quelques semaines, je ne trade pas, je passe sur un autre sous-jacent. Une fois que j'ai maîtrisé mon effet de levier, après, il va falloir gérer la position. Donc, c'est-à-dire... Tout le monde peut rentrer en position, ok, pas de problème. Mon stop et mon objectif sont relativement fixés. J'ai un risk-reward supérieur à 2, donc très bien, j'ai plus de potentiel sur la position que j'ai prise que de risque que j'encours, si jamais ça se passe mal, ce qui arrive, bien évidemment, c'est la loi du trading. Mais moi, je vais me fixer 2 objectifs. Un premier objectif, ce que j'appelle serré, pour alléger une demi-position, et l'autre moitié pour alléger réajuster mon stop au cours d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais encaisser mes gains partiellement sur la position, relativement rapidement, parce que c'est un peu l'objectif du trading, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire quand même des gains de temps en temps. Donc je vais encaisser les gains parce que ça va me rassurer, et je ne vais plus avoir de risque sur l'autre moitié de la position que j'ai couvert à l'aide de mon stop qui a été réajusté au cours d'entrée. Pourquoi est-ce que je conserve une demi-ligne? Déjà, je reste dans la tendance, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le dollar index, je visais une baisse du dollar index, je vais rester dans la tendance et je vais viser mon objectif théorique de la figure que je me suis tracée initialement. Et j'ai moins de stress sur la position, parce que déjà, j'ai encaissé, donc ça va, je n'ai pas travaillé pour rien. Et d'autre part, je ne vais pas avoir de stress dans la mesure où je ne vais pas me dire « Ah ben mince, si j'avais coupé ma position, j'aurais encaissé plus, si je ne l'avais pas coupé, j'aurais pu gagner plus, etc. » Donc vous avez, généralement quand on pose la question, je ne sais pas quoi faire avec ma position parce que je gagne tant, je dis peu importe, je ne regarde même pas la configuration, tu coupes la moitié de la position et l'autre moitié tu la sécurises. Et ça permet de viser des objectifs beaucoup plus ambitieux sans se soucier de la position, et là encore une fois on évite de faire ce qu'on appelle de l'overtrading, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez couper la position, vous allez dire, mince, j'ai coupé la position trop tôt. Finalement, mon plan de trading se déroule parfaitement, comme je l'avais dit. Donc, je vais reprendre la position et derrière, vous n'allez pas avoir de plan de trading associé. Donc, vous rentrez à nouveau dans le cercle vicieux de dire, j'investis sans avoir de plan de trading initial clair. Pour terminer sur un exemple, donc ça, c'est ce que j'avais proposé fin janvier, sur l'euro-dollar. Donc là, je suis en données 4 heures. J'identifie une résistance à 1,37. Donc qui est suffisamment justifié par le graphique, je pense. Un support à 1,3606 avec une mèche qu'on a faite en intraday. Et dans quelques heures, il va y avoir le FOMC, le compte-rendu du FOMC qui va dire s'il va réduire ses rachats d'actifs, quelle est sa perspective sur l'économie, etc. Donc ça va influencer la paire au dollar. En tout cas, je pars de ce principe-là. Donc, si j'ai ma résistance à 1,37 qui est franchie, je vais viser 1,3810, qui est mon prochain seuil, tout simplement. Et 1,3606, si je franchis ce seuil-là, je vais aller vers le prochain niveau qui se situe à 1,3510. Donc, mon plan de trading est le suivant. J'en ai 2.
Hypothèse 1, je passe long au-dessus de 1,37, je vise 1,38,10 qui est mon premier objectif et 1,39,50 pour le second, et je passe short sous 1,36,06, je vise donc le premier niveau qui est 1,35,10 et le deuxième à 1,33,30. Le stop est à 30 pips. Donc qu'est-ce que ça veut dire là? Quel est mon ratio potentiel sur risque? Mon potentiel, il est sur mon deuxième objectif, il est de 300 pips par rapport à un risque de 30 pips que je prends initialement. Mon premier objectif, il est à 100 pips. Donc j'ai un ratio risque-reward nettement supérieur à 2. Qu'est-ce qui va se passer? On franchit un 36,06, parfait, je suis rentré short. Je reste sur mon unité de temps, je ne passe pas en 5 minutes en disant « oulala, ça commence à dévisser, c'est très moche, finalement je peux viser plus bas ». Là, j'avais tracé une oblique qui passait par 3 points. On a rompu cette oblique-là. Et derrière, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire, ah ben mince, c'est peut-être un signal moyen terme. Moyen terme, peut-être que l'euro-dollar, en fait, il va aller à 1,3330. Je ne devrais peut-être pas couper ma position tout de suite. Non, non, je respecte mon plan de trading initial. Je coupe la moitié de la position, donc j'encaisse 100 pips. Et le reste, j'ajuste mon stop au cours d'entrée. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je vise un objectif beaucoup plus ambitieux qui est 300 pips à 1,3330. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien derrière, je me fais stopper au cours d'entrée sur la moitié de la position restante. Donc tout simplement, voilà, pour vous dire, avant de trader le Forex, effectivement, essayez d'avoir une méthode relativement simple. On n'a pas forcément besoin de se placer sur des de se baser sur des indicateurs. J'utilise aucun indicateur. Après, il n'y a pas de méthode miracle. La recherche du Graal, tout le monde l'a fait. En tout cas, moi j'ai abandonné. Il n'y en a pas. Et surtout, avant de trader, faites-vous un plan de trading. C'est-à-dire que fixez votre stop, votre objectif, fixez-vous 2 objectifs, insérez un plus ambitieux, et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple de laisser courir les gains et couper les pertes, ce qui est finalement le succès du trading si on veut être viable sur le moyen long terme. J'avais proposé un autre exemple, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non, on va conclure. On va conclure effectivement, Xavier. Allez-y, allez-y. Enfin, vous allez conclure. Voilà, non, mais je vous coupe pas. Vous avez terminé. Voilà. On peut prendre une question alors. Une seule question pour Xavier. On peut l'applaudir aussi pour son expo. Zé. L'hôtesse est parmi vous. Une question. N'hésitez pas. Levez le doigt. Personne ne trade Forex alors. Ils réfléchissent. Si, on a là. Une première question. Enfin, ça sera l'unique parce qu'on est en retard. Gaspard Proust avec nous dans 20 minutes. Hein. Gaspard Proust. Bonjour. C'est plus une observation qu'une question. Lorsque vous rehaussez votre stop donc au point d'entrée, moi je ne le fais pas, je le mets en général quelques points au-dessus ou en dessous, ça dépend si je suis à la vente ou à l'achat, parce qu'avec l'effet de slippage, on peut se retrouver en perte, ce qui est très désagréable pour quelques points. Oui, alors j'ai pas abordé effectivement les aspects techniques où on peut effectivement se faire slipper avec notamment le spread qu'il y a aussi sur chaque position que vous prenez. Mais oui, effectivement, vous pouvez ajuster après de votre manière. Mais après, c'est plus sur le concept général en fait que j'expliquais. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez le placer 3 pips en dessous pour vous garantir d'être sorti au moins à votre cours d'entrée. Une vraie question ou pas? Parce qu'il n'y a pas d'observation, il n'y a plus le temps pour les observations. Bon. Bah, si vous en avez, j'en vois quand même. Oui, je vois 2-3, mais on n'a plus le temps. Ça sera sur Twitter, Xavier Fenot. Merci 1000 fois, vous êtes actif sur Twitter. Merci. Le hashtag ce soir, c'était Nuit du Trading. Nuit du Trading, c'est aussi le mot de passe pour les codes Wi-Fi. Si vous avez des tablettes, des smartphones, des ordinateurs sur les genoux, Nuit du Trading, le code Wi-Fi qui fonctionne encore pendant quelques minutes.